Bonjour à toutes et tous, merci d'être parmi nous et de nous regarder en ligne dans les jours qui viennent. On est réunis là pour parler de la classe dehors à l'international et on va en profiter d'abord pour inaugurer officiellement la semaine francophone de la classe dehors qui va réunir 800 enseignants en France et dans 21 pays du monde. Et s'il y a des enseignants qui se mobilisent pour se lancer de la classe dehors dans 21 pays, c'est notamment grâce au réseau de la Mission laïque française. Voilà, donc merci à tous les enseignants qui nous ont fait confiance et qui se lancent dans la classe dehors, et un grand merci à la Mission laïque française de nous suivre. Merci à toi, Benjamin. Bien évidemment, je suis très fier en tant que directeur général de la mission laïque française et du réseau MLF Monde de pouvoir ouvrir cette semaine francophone de la classe d'or. Et c'est vrai que pour nous, c'est voilà, c'est un peu une fierté de pouvoir mettre à l'honneur ces pratiques pédagogiques dans l'ensemble de nos établissements. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'un an, Benjamin était venu me voir en me disant on va lancer les rencontres internationales de la semaine de la classe dehors. Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée? Comment on pourrait faire pour travailler ensemble? Alors, je dis ouais, très bien. Je dis viens en parler au congrès, puisque chaque année, la mission laïque française est amenée à faire un congrès qui regroupe l'ensemble des acteurs internationaux. Et je dis viens nous faire une petite conférence aussi sur ces enjeux des communs pédagogiques et de la classe dehors. Donc il est venu à Rabat et il nous a fait une conférence. Et lors de cette conférence, il a été amené à retrouver des échanges entre le créateur du scoutisme, hein, Baden-Powell, et Pierre Deschamps, qui était le créateur de la mission laïque française. Et ils échangeaient ensemble sur l'importance de la classe dehors. Donc autant vous dire que cette question, donc c'est grâce à ces talents de chercheurs voilà, qu'on a pu retrouver tout ça. Et c'est vrai que Benjamin, lors de sa conférence à Rabat l'année dernière, avait mis en avant aussi le fait que c'était important de pouvoir créer cet événement autour de la classe dehors pour en faire un commun et donc pour pouvoir travailler aussi autour de ces enjeux des communs pédagogiques, bien évidemment, qui est le cœur de ce qui a été créé à travers la fabrique des communs pédagogiques. Et je tiens à souligner que, voilà, que je tiens là aussi à renouveler tous mes remerciements pour la fabrique des communs pédagogiques, pour tout le travail qui est effectué aujourd'hui sur la création de ces communs. C'est un travail absolument extraordinaire. Alors, avec cette petite anecdote, c'est vous dire à quel point la question de la classe dehors est ancrée depuis la création. Hein. Pour vous mettre un peu en perspective ce qu'est la mission laïque française aujourd'hui, la mission laïque française, c'est une association qui a aujourd'hui 120 ans, qui existe depuis 1902 et donc qui est amené à accompagner plus de 120 établissements, 110 établissements dans le monde, avec des actions aussi de coopération éducative dans le monde. Et donc cette association qui gère voilà, des établissements scolaires est amenée bien évidemment à accompagner des enseignants et à faire que nous puissions former pas loin de 60 000 élèves dans le monde. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette question de la classe dehors, et en particulier ce dispositif, bon, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas ce commun, on pourrait dire ça comme ça, est une dimension aussi importante pour nous, puisqu'il est vrai que dans les quatre coins du monde, des établissements, nous pratiquons la classe dehors. En tout cas, il y a une pratique de la classe dehors aujourd'hui dans nos établissements, et donc c'est un élément aussi très structurant dans la pratique pédagogique telle qu'elle peut être amenée à faire que nous puissions porter aussi ces dispositifs pédagogiques dans nos établissements. Alors, on a la chance d'avoir des écoles, puisque le pays d'honneur est le Maroc, un pays invité est le Maroc. Donc, on a fait venir des élèves de deux de nos établissements, un de Casablanca et un de donc Louis Massignon et Odette Pugodeau de Darla. Donc Darla, c'est dans les provinces du sud marocaines. Et donc ils sont venus pour venir exprimer aussi, en tout cas partager leur expérience, parce qu'ils sont amenés eux aussi à faire la classe dehors. Et donc ces rencontres-là vont être aussi des moments importants de pouvoir valoriser ce qui peut être fait au sein de nos établissements. Alors c'est vrai que la classe dehors, hein, c'est bien évidemment réinterroger la forme scolaire. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir dans le cadre de la table ronde. C'est aussi la posture de l'enseignant, c'est la relation pédagogique que chaque enseignant est amené à entretenir avec les élèves. Et donc c'est aussi le rapport aux parents. Il ne faut pas oublier cette dimension-là quand on est amené à parler de la classe dehors, parce que quand vous avez des élèves
élèves qui rentrent le soir et qui disent aujourd'hui j'ai fait la classe dehors, et bien évidemment ils ont plein d'autres choses à raconter à leurs parents, et c'est aussi une vraie dimension pour permettre de là aussi ouvrir l'esprit de nos enfants. Et donc c'est vrai que ça permet à nos élèves de relier en tant que citoyens à la sphère éducative, scolaire, aux éléments naturels, mais il ne faut pas non plus oublier que la classe dehors, ça peut se faire aussi en milieu urbain. Et donc je pense que c'est une dimension aussi, il ne faut pas se dire que la classe dehors, c'est seulement quand vous êtes voilà, dans un super parc comme celui-ci. Non, voilà, la classe dehors, ça peut aussi se faire partout, et c'est une dimension qu'il ne faut pas aujourd'hui oublier. Et donc c'est aussi considérer l'extérieur comme un support pédagogique, vecteur d'enseignement, bien évidemment, mais c'est aussi source d'apprentissage. Alors bien évidemment, là aussi, c'est l'expérimentation, la découverte. On pense tous aux leçons de choses, mais ça va bien au-delà, bien évidemment. Et c'est aussi une façon pour nous de pratiquer aussi l'enjeu qui est un enjeu très fort dans le cadre de nos établissements, c'est l'enjeu de l'interculturalité. Et donc pour nous, faire classe dehors, c'est aussi aller à les découvertes, c'est aussi pratiquer l'interculturalité. Nous avons beaucoup de nationalités différentes dans nos établissements, et donc pratiquer la classe dehors, on la pratique, que ce soit au Maroc, en Finlande, au Gabon, en Italie, et n'importe où dans le monde. Et donc c'est aussi permettre, alors là j'utilise cette dénomination, en tout cas, voilà, de former nos planétisons. Donc je reprends ce terme-là de François Tadéhi, puisque François Tadéhi a été amené à conceptualiser dans son dernier ouvrage, dans un chapitre qu'il a rajouté dans son dernier ouvrage, la notion de planétisone. Et donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la classe dehors est un vrai élément pour former ces planétisones, et donc pour relever les défis en termes d'éco-citoyenneté et de préservation de notre environnement. Donc c'est là aussi, bien évidemment, on pense, quand on dit classe dehors, on pense environnement, on pense développement durable, mais au-delà de ça, c'est aussi pratiquer, en tout cas être en mesure de privilégier des modalités d'apprentissage immersif. Quand on parle d'immersion, il n'y a pas que les casques virtuels, il y a aussi la classe dehors. Et je pense que cette dimension-là, il faut aussi l'intégrer. Bon, j'aime bien les classes, j'aime bien les masques immersifs aussi, en tout cas les casques immersifs, mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi à travers ces pratiques-là qu'on est amené à avoir des apprentissages immersifs, expérientiels, et de mettre aussi les savoirs en lien. Alors, il y a une dimension aussi par rapport à tout ça, c'est développement de compétences spécifiques, et en particulier les compétences qui me sont chères, voilà, sur lesquelles j'étais amené un peu à réfléchir, c'est bien évidemment les enjeux des compétences du XXIe siècle, et en particulier tout ce qui concerne la créativité et la coopération. Je pense que quand on est amené à faire classe dehors, ça développe aussi l'ensemble de ces compétences-là. Donc le réseau MLF Monde est très honoré d'être partenaire de cette semaine francophone de la classe dehors et de participer aux premières rencontres internationales de la classe dehors. Je souhaite bien évidemment à l'ensemble de tous les participants de faire de très belles découvertes pédagogiques, inspirantes, partagées, de savoir, de connaissances, de réflexion, et donc pour permettre que nos élèves soient des citoyens connectés aux enjeux de leur environnement immédiat et éveillés aux grands défis de notre temps. Merci. Merci Jean-Marc. Et juste, je rajouterais que c'était très touchant pour nous. Tu parlais d'interculturalité, et là, tu as des élèves qui sont venus de Darla, de Casablanca, et qui font littéralement classe hors les murs en ayant changé de pays, en ayant changé de continent. Et pour nous, ça a été très fort de recevoir des photos du Gabon, de Turquie, d'Espagne, pour juste citer les derniers jours, et de voir ces élèves qui, dans des contextes sociaux, environnementaux et territoriaux extrêmement différents, partent à la découverte de leur monde. Voilà. Alors pour une petite anecdote, parce que du coup, la maire adjointe en charge de l'éducation de Poitiers nous a accueillis tout à l'heure
à la mairie. Et donc, on était avec les élèves de Darla et de Casablanca. Et ils ont découvert l'ensemble des peintures, voilà, parce que c'est vrai que c'est absolument, cette mairie est un puits d'histoire. Et donc là, c'était aussi pour eux un total émerveillement de découvrir ce qu'était une mairie, en plus une mairie assez particulière parce qu'elle est remplie d'histoire à travers ses peintures, à travers ses vitraux. Et donc du coup, c'était là aussi, ils étaient totalement émerveillés. Ça fait partie aussi de la classe d'or. Merci. Voilà, je crois que on enchaîne. Eh bien, merci, merci pour cette ouverture. Merci Jean-Marc, on a déjà dit beaucoup de choses. Donc, je suis Gaël Le Dréau, donc je m'occupe de l'international à Réseau Canopé. Et je suis particulièrement heureux d'être ici cet après-midi et très fier d'animer ce temps d'échange avec vous, donc Jean-Marc Mériot, donc directeur général de la MLF, et puis aussi Rita Bedran, qui a rejoint Réseau Canopé il y a un an maintenant, qui va nous faire part de ses expériences d'enseignante qui a pratiqué la classe dehors dans un contexte assez différent du nôtre, puisque c'était au Liban, et même à l'intérieur du Liban dans des conditions différentes. Alors, avant de commencer, j'aimerais... donc l'idée, c'était un petit peu de croiser les regards sur des pratiques de classe dehors à travers le monde, de se nourrir de l'expérience, de la diversité de ce qui peut se faire au sein de la MLF, notamment. Alors, on devait aussi avoir avec nous cet après-midi Renata Palandri. Alors, si elle est dans le coin et qu'elle veut nous rejoindre, eh bien, elle est la bienvenue. Et puis également, je souhaitais saluer Monsieur Mohamed Saïd Farah, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, de la promotion civique du Tchad. Se faisait un plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et malheureusement, il a eu un deuil dans sa famille ce week-end et il est retenu à N'Djamena, donc on pense à lui. Alors, allez, parlons de classe dehors, donc revenons au sujet qui nous réunit. Alors, je vais être très franc à titre personnel. La première fois que j'ai entendu parler de l'expression classe dehors, ça a déclenché une image. Et puis, j'ai fait une association d'idées. Pour moi, c'est école buissonnière. Donc, je partais de l'école, etc. C'est Tom Sawyer, les rives du Mississippi, etc. Donc voilà, c'est ce côté un petit peu peut-être transgressif de la classe dehors qu'on intègre dans un milieu beaucoup plus institutionnel, en tout cas dans des pratiques de classe reconnues. Et donc la première chose que je voulais vous poser comme question, c'est à vous, quand on dit classe dehors, ça vous fait penser à quoi? Quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Peut-être un mémoire, un souvenir d'élève ou peut-être quelque chose qui vous apparaît. Alors peut-être Rita va commencer avec vous et peut-être aussi avant nous dire en quelques mots qui vous êtes et pourquoi vous êtes peut-être avec nous cet après-midi. Premièrement, bonjour à tous. Merci Gaël. Comme déjà signalé, Rita Bedran, libanaise d'origine. Je suis arrivée en France, ça fait 1 an et demi. J'ai pratiqué l'enseignement au Liban presque 10 ans dans des établissements scolaires homologués au Liban dans des contextes différents. Et là, je partage avec vous ma dernière expérience vécue au Liban depuis la 2015 jusqu'à mon arrivée en France. Quand on parle de la classe d'or, comme son nom indique, c'est hors les murs. Mais en fait, après avoir pratiqué la classe dehors, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une manière pour concrétiser l'apprentissage et rendre les élèves tellement autonomes et apprendre différemment. C'est vrai qu'à cette question, oui, c'est bon. Quand on parle de la classe dehors, on vient tout de suite se rappeler les expériences qu'on a été amené à vivre quand on était enfant. C'est vrai, voilà. On allait soit dans un parc, soit en forêt, et c'est vrai que c'était un moment très particulier. Mais on revenait, on se disait, il n'y en a pas assez de ces moments-là quand même. Voilà, parce qu'on vivait une autre expérience avec son enseignant, avec tout ce qu'on était en mesure de pouvoir avoir comme expérience dans le cadre. Donc c'est vrai, quand on parle de classe dehors, moi c'est le premier souvenir que j'en ai. Mais quand on a été amené à se reposer la question, en particulier au moment du Covid, où la question de la classe dehors a ressurgi, ou en tout cas est revenue un peu sur le devant de la scène, moi, quand on parlait classe dehors, je pensais que c'était pas possible ailleurs que dans des pays là où il faisait beau. D'accord ?
Et quand on regarde bien, et donc j'avais cette idée-là préconçue, qui était une idée fausse, bien évidemment, mais j'étais un peu dans ces principes-là en disant mais c'est quand même très compliqué de pouvoir faire ça dans d'autres contextes. Et quand on regarde bien, les plus gros, en tout cas ceux qui sont amenés à faire le plus le classe dehors sont des pays nordiques aujourd'hui. Voilà, donc ils sont amenés à développer très fortement le principe de la classe dehors. Et quand je suis arrivé à la tête du réseau Canopé, une des premières expériences que j'ai vécues dans mes déplacements, ça a été à Toronto, à la Toronto French School, donc à Toronto, et où ils pratiquent la classe dehors quotidiennement parce qu'ils ont la chance d'avoir une forêt. Et donc le campus, il y a une forêt et ils font classe dehors tout le temps, par tous les temps. Voilà. Et donc la classe dehors, bien évidemment, ça va au-delà, comme vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que voilà, c'est pas la question de seulement hors les murs, c'est une question bien évidemment qui est très en lien aussi avec les évolutions liées à la pratique pédagogique, à la forme scolaire, à tout ce qui en découle derrière. Et donc voilà, je pense qu'il faut qu'on soit en mesure aussi de pouvoir dépasser un certain nombre de préséances sur la classe dehors pour se redire comment on redonne toute la puissance à la classe dehors. Alors justement, d'après ce que je comprends, c'est des découvertes de pratiques qui ont été en visitant les établissements, peut-être aux quatre coins du monde. Mais est-ce qu'au niveau du directeur général de la MLF, est-ce qu'il y a une volonté d'inciter les établissements, les enseignants, les chefs d'établissement à repenser ces pratiques? Est-ce que c'est... Comment est-ce que ça se passe? Alors, ils le font déjà beaucoup, mais c'est vrai que ce que je suis amené à observer, c'est la nécessité de pratiquer, en tout cas d'échanger et de partager des expériences par rapport à ce que chacun est amené à vivre dans son établissement. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées dans les établissements, mais c'est vrai qu'on a encore un peu de difficulté à pouvoir faire que tout ça puisse être partagé, échangé et d'une certaine façon disséminé. Alors, je ne parle pas de généralisation parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne généralise pas des pratiques pédagogiques, mais qu'on est amené plus à les disséminer et à faire qu'elles puissent voilà, être partagées entre pairs. Et donc de cette logique-là, non, c'est moi, excusez-moi, c'est parce que je... Et donc de cette logique-là, on a un enjeu de pouvoir vraiment en faire aussi un projet réseau. Et donc de pouvoir, là encore, de démultiplier les initiatives, les faire savoir, les partager, identifier et pouvoir, là aussi, quand on est amené à travailler sur la notion de commun, la question du commun pédagogique, c'est la question de la transférabilité d'un commun, c'est-à-dire la capacité à ce que chacun puisse être amené à s'approprier ce commun. Ce commun, il passe, et c'est tout ce que fait la fabrique des communs pédagogiques aujourd'hui, passe par l'enjeu de la documentation de la pratique en tant que telle. Et donc c'est cet enjeu aussi de pouvoir documenter et de faire qu'elle soit disséminable. Donc ça, c'est cet enjeu-là que nous, on se fixe aujourd'hui au niveau de ce qu'on met en place au niveau de la classe dehors et au niveau du réseau MLF Monde. Merci. Alors, on parle de pratique. Ben justement, on va aller faire un tour du côté du Liban. Alors, Rita, vous avez eu l'occasion au Liban de faire la classe dehors dans des contextes différents. Alors, peut-être pourriez-vous nous rappeler ces contextes, parce que c'est intéressant. On en a échangé un petit peu avant en préparant cet échange et j'ai trouvé ça assez passionnant. Et également, à travers ces expériences variées au Liban de pratique de la classe dehors, peut-être nous dire ce qui les relie, parce qu'il y a forcément là aussi des communs dans cette diversité. Et puis, enfin, vous pourriez peut-être nous dire, vous avez une très bonne connaissance du système éducatif libanais, vous connaissez bien le système éducatif français aussi, puisque vous y travaillez, vous êtes immergé dedans. À votre avis, est-il plus simple de faire la classe dehors ici en France ou là-bas au Liban? Ok. Pour répondre pour la première partie de la question, ce qui a marqué le plus mon parcours professionnel, c'est désolée, j'ai oublié les mots, deux expériences différentes. La première, elle était dans un établissement scolaire privé, mais au cœur de Beyrouth, où il n'y a pas du tout un espace public. Et d'autre part, dans un établissement scolaire homologué, au sein de la nature, qui était tellement préparé au départ dans sa pédagogie et dans sa philosophie de l'établissement pour faire la classe dehors.
on va revenir à ce sujet-là et je vais parler en détail de ces trucs-là. Mais en fait, dans deux contextes différents, un qui est au cœur de Beyrouth où il n'y a pas tellement de possibilités de faire de la classe dehors, et dans l'autre, ce qui les relie à fond, c'est vraiment, premièrement, la posture de l'enseignant, parce que la posture de l'enseignant, elle sera la même partout dans le monde, où l'enseignant doit faire ce recul-là et il doit concrétiser davantage et comprendre son rôle face à la classe dehors et jouer le rôle d'un organisateur, d'un observateur qui va accompagner. Il va oublier sa casquette de classe où il va seulement transférer le savoir. D'une part. D'autre part, la préparation en amont que la classe dehors demande. Parce que c'est vrai que la classe dehors se fait en plein air, mais il y a toute une préparation en amont pour aboutir à la réussite de cette classe dehors et pour vraiment donner la chance aux élèves de vivre ensemble, de les motiver, de vraiment avoir de l'autonomie et respecter la nature. Ce que je peux dire, ça c'est au sujet de ce qui les relie. Concernant les difficultés, il faut dire que suite à mon expérience, il y avait pas mal de difficultés, surtout dans l'établissement scolaire qui était à Beyrouth, parce que vraiment il n'y a pas un lien public. C'est pas répandu de visiter un hippodrome, sortir. Il n'y a aucun endroit public. Même les endroits publics sont délaissés. On n'a pas la main là-dessus. Ils sont pas sécurisés. On se permet même pas de prendre les élèves à l'extérieur dans ce contexte qui n'est pas vraiment sécurisant. Mais malgré tout, on a abouti à faire la classe dehors, ce qui n'est pas le cas en France. En France, il y a tellement cette facilité-là et il y a pas mal d'aménagements extérieurs qui permet et pourra, d'un point de vue perso, de faciliter l'exécution de la classe dehors. Merci. Merci Rita. Donc ça, effectivement, ce sont les... Désolée, j'ai oublié, excusez-moi parce que je l'ai noté. Concernant Beyrouth, ce qu'on est en train de dire, je vous invite aussi à assister à une conférence d'une collègue libanaise. Elle est architecte de base, Nour Matrak, le samedi 3 juin à midi, où elle va parler vraiment des espaces délaissés de Beyrouth, un avenir pour la classe dehors dans un pays en crise, où vraiment il y a des initiations personnelles qui n'ont rien à faire avec la République libanaise. C'est vraiment des initiations perso et comment on va pouvoir profiter de tout ça pour aboutir à une classe dehors en cœur de ville. Merci. Merci. Donc là, ce sont les contraintes effectivement liées à l'environnement direct. On parlait de l'espace public qui est important, effectivement. Selon Paris, pouvoir se l'approprier pour sortir avec les élèves, donc pas forcément évident effectivement dans certains coins, dans certaines villes où effectivement on n'a pas la chance d'avoir un espace comme celui où nous nous trouvons aujourd'hui, où effectivement là, ici on s'imagine assez facilement venir avec des élèves. Il n'y a pas trop de difficultés. C'est peut-être pas le cas dans tous les lieux au Liban, mais il y a aussi la perception sociale, je dirais, de la classe dehors, la démarche de l'enseignant. Alors vous, en tant qu'enseignante, est-ce que vous avez aussi des retours de la part de collègues, de familles, etc. Comment ça se passe ? Oui, tout franchement, il faut dire que la première fois, parce que j'ai vécu dans deux établissements scolaires tellement différents, la première fois où on a entendu parler dans le premier, c'était à Beyrouth, de la classe dehors, on sait tout le temps il y a un certain recul, on ne peut pas, c'est pas possible. Ils nous amènent encore du boulot et tout ça, parce que dans les contextes de l'enseignement, elles sont plus faciles. Alors, ça c'est d'une part, mais une fois on réussit à exécuter et à réussir la première classe dehors, on prend la main là-dessus et c'est nous qui veut vraiment sortir avant les enfants, d'une part. Concernant les parents, en fait, là où j'étais, on avait tellement de retours positifs de la part des parents, et parce qu'il y avait derrière vraiment une certaine motivation pour les enfants. Même il faut signaler que les enfants en difficulté d'apprentissage, même si on n'est pas dans un établissement scolaire inclusif, vraiment ça aide beaucoup dans un certain contexte, les élèves qui ont quelques difficultés d'apprentissage à se laisser faire. Et en fait, c'était ça. Alors, tout ce que j'ai vécu, c'était positif. C'est rarement qu'on avait eu des retours négatifs et on était vraiment bienveillants au côté sécurité, surtout à Beyrouth, parce que c'était pas possible.
C'était vraiment dans des conditions tellement difficiles. Et c'est ça. Merci. Alors, je vais continuer parce qu'effectivement, vous me parliez tout à l'heure de ces expériences dans ces différents établissements. Et est-ce que vous pourriez nous parler de votre expérience effectivement dans le dernier établissement dans lequel vous avez travaillé au Liban, où je crois tout était, en fait, il y avait un véritable projet pédagogique autour de cette notion de classe à l'extérieur. Tout à fait. Qu'est-ce que ça englobe et quelles sont les différentes dimensions de ce projet pédagogique? Il faut dire que j'arrive à l'AES au Liban. C'est un établissement scolaire homologué avec ses 2 branches françaises et anglaises, accrédité école Microsoft, et on pratiquait tout ce qui était TNE et tout ça. La philosophie de l'établissement scolaire était unique au Liban, il faut dire. Elle était une école pilote et j'avais eu la chance de travailler là-bas. C'était vraiment d'assurer une certaine égalité de chance aux enfants, de vraiment pratiquer la classe dehors au quotidien. Alors même au niveau bâti scolaire, c'était bien pensé. Elle est résidée sur une colline verte où il y avait la forêt, les terrains de foot, la salle de gym, les parkings, tous les espaces aménagés, même les cours intérieurs et extérieurs qui sont bien aménagés pour la pratique de la classe dehors. Alors nous, en tant qu'enseignants, c'était vraiment bizarre d'être arrivés où il faut faire la classe dehors d'une façon hebdomadaire. Cela nous prenait un certain temps de réflexion, surtout au niveau de la répartition, mais en fait, on est arrivé à dire que ce n'est pas exclu du programme. Par contre, ça vient une plus-value pour le programme et c'est vraiment faire le lien entre la théorie et la concrétisation des trucs. Alors, on faisait cette classe dehors d'une façon régulière, à n'importe quelle discipline, n'importe quel moment de la journée. Et vu que les espaces sont tellement nombreux, on avait parfois la chance, même dans une salle de classe ordinaire, où je me sens que les enfants, aujourd'hui, ils sont un peu fatigués, ils sont un peu agités. On se permettait de sortir même pour faire une simple lecture à l'extérieur ou autre. Par contre, aussi, cette philosophie-là nous amenait vraiment à vivre ensemble. Alors, tout ce qu'on faisait là, c'était vraiment derrière le fait d'apprendre aux élèves de vivre ensemble. Par contre, le deuxième établissement dont j'ai parlé à Beyrouth, ce n'était pas du tout le cas. Alors, c'était plutôt des initiatives personnelles de la part des enseignants qui eux, vraiment, ils avaient vraiment des défis à dépasser et à les surpasser et à convaincre la direction qu'on peut faire classe dehors, même au sein de la cour. Alors, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'il faut ajouter encore? Il y a beaucoup, en fait. L'expérience de 5 ans, c'était vraiment très grande. J'ai pas mal d'exemples concrets. Alors. Merci Rita, mais si vous voulez des exemples concrets, on est preneur, même un peu plus tard. Alors, Jean-Marc, les établissements de la MLF, justement, ils disposent quand même d'une très solide réputation d'excellence. Cette excellence, maintenant depuis plus de 120 ans, donc cette excellence, elle se fonde aussi sur un savoir-faire, sur une histoire. En quoi, mais aussi la capacité à innover, à se réinventer. En quoi ces pratiques de classe à l'extérieur, de repenser la forme scolaire, font partie d'une stratégie, d'une volonté de perpétuer cette excellence, et en quoi ça peut l'aider, en tout cas en être un levier, si ça peut en être un. Alors déjà, je tenais à remercier parce que c'est un très beau témoignage que nous avons eu là sur Beyrouth. Nous sommes un certain nombre à connaître Beyrouth et on voit bien voilà, à ce que ça peut vouloir dire derrière. Et on sait que voilà, c'est là aussi de se prendre conscience à travers votre témoignage que la classe dehors, elle est possible aussi là. Et donc c'est, je trouve, un très très beau témoignage pour nous. Et peut-être que, en tout cas sur le territoire national, en France en particulier, on ne prend pas spécialement assez conscience qu'on a absolument des espaces formidables aussi pour pouvoir faire cette classe dehors, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Et ils font quand même classe dehors. Donc je pense que c'est un merci pour ce très beau témoignage. Merci à vous. Il faut ajouter là que vraiment le fait de faire la classe dehors dans des conditions qui ne sont pas les meilleures, c'est faire la classe dehors malgré tout. Oui. Par contre, dans le dernier établissement scolaire fréquenté, c'est
enseigner différemment et vraiment avoir la chance de profiter de ce qu'on a au service de l'apprentissage et au service des élèves. Je pense que c'est une bonne réponse aussi à la question que Gaël était amené à me poser, c'est-à-dire que les enjeux d'innovation. La mission laïque française, depuis son origine, elle repose sur 3 piliers qui ont un peu été indémodables, voilà, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Bien évidemment, la question de la laïcité, qui est au cœur de son projet pédagogique, mais il y a aussi les enjeux en lien avec le plurilinguisme, qui est un enjeu aussi absolument crucial, et on peut aussi pratiquer la question du plurilinguisme avec des enjeux de pratique pédagogique et d'innovation pédagogique en lien avec la classe qu'on fait différemment, et en particulier avec la classe dehors. Je pense que c'est à travers ces leviers pédagogiques-là qui sont importants. J'en parlais tout à l'heure, les enjeux aussi d'interculturalité, parce que ça permet aussi de vivre. On ne vit pas son environnement de la même façon partout, voilà, son environnement de proximité. Et le fait de pouvoir partager ça à travers un réseau, c'est aussi une richesse, et ça correspond aussi aux valeurs mêmes de l'association. Donc ça, on est plutôt sur ce qui est indémodable aujourd'hui dans le cadre de ce qui a été porté depuis l'origine de l'association. Alors c'est vrai que cette dimension d'innovation est très... Voilà, c'est vrai que est-ce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'il existe de l'excellence sans innovation? Est-ce qu'il existe de l'innovation sans excellence? Bon, voilà, on va pas spécialement répondre à cette question-là, mais peut-être quand même dire que plus que l'innovation, parce que là aussi, attention à utiliser la question d'innovation, c'est que dans nos établissements, on est vraiment dans comment on redonne de la capacité d'initiative à chacun de nos enseignants. C'est-à-dire, et la capacité d'initiative, elle permet de faire la classe différemment. On ne va pas chercher à faire des choses absolument transcendantes en matière d'innovation. Quand on fait la classe dehors, c'est pas une innovation. Voilà, on ne va pas chercher à faire des innovations qui vont mobiliser des moyens, qui vont mobiliser un certain nombre de choses qui feraient que voilà, on aurait un effet waouh sur une pratique ou des choses comme ça. Je pense que la question, elle est dans la capacité, et l'excellence aujourd'hui pédagogique repose, et on le voit bien dans un certain nombre de projets, et qui ne sont pas spécialement de la mission laïque française, mais qui sont aussi sur le territoire national, c'est cette capacité à redonner de l'initiative pédagogique aux enseignants, et leur capacité à leur dire simplement, vous avez la possibilité d'aller faire de la classe dehors. Je discutais tout à l'heure avec l'adjointe au maire en charge, voilà, elle expliquait quelque chose de très simple, elle nous relatait l'expérience qui avait été de pouvoir naturaliser les cours d'une école primaire à Poitiers. Et elle avait une directrice d'école qui disait, voilà, il y avait des endroits pour que les enfants puissent se cacher, par exemple, dans la cour, voilà, ou en tout cas puissent avoir des endroits qui leur soient consacrés, et sans spécialement qu'ils puissent faire des choses entre eux. Quand on est amené à faire la classe dehors, on a la capacité à voilà, faire que les enfants puissent vivre différemment leur liberté, leur capacité à pouvoir s'épanouir dans un environnement, à ce qu'ils puissent prendre du temps différemment. Et elle disait, bah voilà, les parents au début, mais si les enfants sont amenés à ce qu'il y ait des petits recoins, ils vont se cacher, ils vont être amenés à faire qu'ils ne vont pas être sur surveillance. Et ben, la directrice de l'école, c'était le témoignage que j'avais, disait, en tout cas relayé par l'adjointe au maire, disait, bah, non, mais c'est ça qui est aussi important, c'est que l'enfant, il va pouvoir aussi se cacher dans la classe dehors. Ben ouais, il ne faut pas avoir peur que l'enfant puisse aller se cacher derrière un arbre, parce que ça fait partie aussi de la découverte, ça fait partie voilà, d'une forme aussi de découverte, voilà. Et je pense que ce qui se passe aussi, et je pense que c'est une dimension aussi très forte à souligner quand on parle d'interculturalité, et pour aller au-delà, c'est la question de l'altérité, c'est-à-dire la découverte de l'autre, la capacité à découvrir à l'autre dans un autre environnement. Et je pense que cette question de l'altérité au niveau de la question de la classe dehors est une vraie question aujourd'hui, en tout cas qui, je pense, peut être amenée à être débattue, et en tout cas sur lequel on pourrait être amené à échanger. Mais je pense que c'est aussi une capacité à découvrir l'autre totalement différemment. Tout à fait. Là, je peux ajouter à ce qu'il vient de dire que là, peut-être, c'est le rôle de la normalisation à travailler en amont, et vraiment avoir cette idée-là que la classe en classe n'est pas en détachement de la classe dehors. Par contre, elles sont en complémentarité, et on vient en classe, on revient en classe pour la fixation de savoir. Merci. Eh bien, justement, parlons de cet environnement, parce que
Alors effectivement, Rita le mentionnait tout à l'heure sur l'établissement Microsoft, hein, sur lequel elle a travaillé à Beyrouth et qui avait pensé l'environnement. Alors, quand on travaille, quand on dirige la mission laïque, eh bien, les espaces scolaires se pensent. Hein, il y a de nouveaux établissements qui se construisent, d'autres qui se rénovent. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on prend en compte ces défis de la forme scolaire, ces défis de varier les possibilités d'enseignement, de dépasser la salle de classe quand on va repenser le bâti scolaire, en tout cas quand on imagine les écoles de demain? Oui, ça fait partie de ce qu'on est amené à travailler. Alors, le projet le plus emblématique, parce que voilà, ça va faire à peu près 1 an et demi que je suis arrivé à la tête de la mission laïque française, et donc c'est un projet que je suis depuis en tout cas que je suis pleinement depuis que je suis arrivé, c'est la création d'un établissement à Séville, et où on repense totalement les espaces en fonction de justement notre capacité à faire la classe différemment, et en particulier la classe dehors. Et donc, on a choisi un architecte, en tout cas un cabinet d'architectes, qui a pleinement intégré cette dimension-là dans le flux des enseignants. Alors après, on a une spécificité aussi supplémentaire, et peut-être que ça fait le lien aussi avec l'enjeu de comment on marie ces environnements qui peuvent être apparemment distincts. Hein. Vous pourrez nous relater aussi l'expérience, puisque vous étiez dans une école, en tout cas accréditée Microsoft, donc en utilisant aussi massivement le numérique. On pourrait se poser la question, mais est-ce que tout ça, c'est pas antinomique? Et nous, à Séville, on est en train de créer un centre français d'innovation et de technologie dans lequel on mêle le lycée français de Séville, et justement dans un environnement aussi totalement repensé, pour nous permettre là aussi de créer le maximum de liens avec des innovations qui peuvent des fois apparaître très loin, et d'autres qui sont amenés à se parler, ou en tout cas à se compléter, comme vous l'avez dit très justement, sur les enjeux de complémentarité. Donc oui, on repense tous ces établissements à travers justement une capacité à se dire que le bâti scolaire a un rôle absolument essentiel pour permettre de changer les pratiques pédagogiques. Je pense que ça, on l'a conscientisé depuis quelques années. Un des meilleurs exemples, et pour ceux qui ne connaissent pas ce site internet qui est porté par le ministère de l'Éducation nationale, c'est Archiclass, par exemple, hein, qui est amené à pouvoir aborder pleinement cette question autour des questions du bâti scolaire et de la transformation de la forme scolaire. Je pense que c'est des très beaux exemples qui sont présentés sur cette offre, qui accompagne les collectivités territoriales en particulier sur tous ces enjeux-là. Et donc nous, on s'appuie aussi, voilà, on a été amené, puisqu'il y a un jeu Archiclass qui a été déployé et qui est déployé aujourd'hui. Donc on en a quelques-uns dans nos établissements pour pouvoir aider parce que bien évidemment, c'est super quand vous avez la capacité de pouvoir créer un nouvel établissement. Mais quand vous êtes dans un établissement déjà voilà, construit, comment vous faites évoluer vos espaces, et voilà. Et donc ce jeu-là permet collectivement, à travers voilà, des dispositifs et à travers un travail collaboratif entre enseignants et élèves, de pouvoir penser les espaces différemment et de faire évoluer cette forme scolaire. Et donc du coup, de se dire aussi, ben, je suis en capacité, par exemple à l'extérieur, de créer un certain nombre d'espaces pour pouvoir renforcer ma capacité à faire la classe dehors. Donc c'est tous ces éléments-là, je pense, qui sont importants à souligner. Et bien évidemment, voilà, c'est des enjeux aussi très forts que nous sommes amenés à porter, puisque la mission laïque française est amenée aussi à construire des établissements scolaires à l'étranger, ce qu'elle a fait massivement au Maroc ces dernières années, avec là aussi des formes scolaires, en tout cas du bâti scolaire, qui étaient là pour pouvoir ouvrir réellement et faire évoluer les pratiques. Merci beaucoup. Alors, Rita, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, je voudrais vous dire que l'établissement scolaire fréquenté ne date pas de très longtemps. Il a grand max une trentaine d'années. Et c'était au départ un seul bloc avec 6 élèves, pour arriver à 2300 élèves avec 7 sections de chaque classe, presque. Alors là, on a vécu des aménagements des espaces réguliers, des constructions au sein de l'établissement scolaire en cours de l'année, d'une part. Et la difficulté, c'était vraiment de trouver cet équilibre-là, pour la deuxième partie, entre
Nous sommes une école élite accréditée Microsoft, que tous nos leçons sont sur le tableau blanc interactif et le logiciel Active Inspire. On n'a plus recours à tout ce qui est tableau blanc ordinaire ou autre, d'une part, et pratiquer vraiment la classe dehors. Et pas seulement ça, c'était un établissement scolaire inclusif qui pratiquait la pédagogie différenciée et la ludopédagogie à l'apprentissage par le jeu et avoir vraiment des classes qui bougent. Alors là, au départ, c'est la responsabilité à titre perso de l'établissement scolaire, de sa direction, d'ancrer cette philosophie dans l'esprit de chaque individu, de chaque membre de cette famille-là, d'une part. D'autre part, chercher à faciliter la vie de l'enseignant. C'est vrai, à un moment donné, on sent qu'on a une surcharge de travail, mais vu le travail en équipe et la répartition des tâches, parce qu'on travaillait vraiment en parallèle, on était 7 en classe de CP, on coordonnait ensemble avec la répartition des tâches qu'on pouvait faire, on pouvait vraiment faciliter tout ce travail-là. On ne peut pas venir dire à un enseignant qui a déjà pas mal de trucs à élaborer, de le laisser seul. Alors il faut trouver vraiment une solution à tout ça et ancrer cette philosophie et les missions claires pour chaque établissement scolaire. Merci. Alors, Rita, pendant nos échanges, je crois que vous avez utilisé l'expression faire classe dehors malgré tout. Donc, c'est encore une fois une démarche très volontariste, donc souvent qui émane de l'enseignant, qui veut effectivement faire plus avec ses élèves. On a beaucoup parlé aussi de projets collectifs, d'une impulsion qui est donnée, en tout cas, ou de cette volonté de disséminer des pratiques, de les partager, de les faire germer. Moi, je voudrais faire un petit retour, un nouveau petit clin d'œil à Mahamat Farah, le DG du chat, parce qu'on a vu des échanges passionnants avec lui. Il y a une autre dimension de la classe dehors, c'était la classe dehors parce qu'on n'a pas le choix. Au mois d'octobre à janvier dernier, à peu près 20-25% des classes des écoles de la ville de N'Djamena étaient fermées, parce que le fleuve Chari a connu une crue exceptionnelle, ça va se répercuter. Et donc là aussi, que fait-on à ce moment-là? Comment fait-on classe? Donc on voit bien qu'il y a des contextes différents. Et pourtant, là aussi, ce qui est intéressant, c'est toutes ces expériences partagées, c'est de les relier pour se dire finalement, derrière tout ça, il y a l'enseignant, sa démarche, comment il va s'approprier un contexte donné pour faire en sorte effectivement que l'acte d'enseignement, que les apprentissages se fassent au mieux et de la meilleure façon. Donc effectivement, c'était cet exemple du chat, je pourrais en expliquer d'autres, certains qui peuvent prêter à rire mais qui ne sont pas très drôles. On travaille actuellement beaucoup au Niger. Au Niger, à la fin de la saison sèche, les animaux n'ont pas à manger. Eh bien, il peut se trouver que un matin, l'école a été mangée par les bovins parce qu'il n'y a plus rien à manger. Donc là aussi, c'est une situation où que fait-on, comment fait-on classe, etc. Donc ce sont ces partages qu'on aurait pu effectivement pousser avec Mahamat Farah, mais je voulais les partager avec vous. Et peut-être pour conclure ces échanges, si on devait garder quelque chose effectivement de la classe dehors, pour vous, quel est l'enjeu le plus fort? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que vous voudriez faire passer comme message par rapport à ces pratiques auprès des personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Rita. En fait, ce que je voudrais bien dire, que c'est vrai que la classe dehors, parfois, elle a des conditions, pas tellement les bonnes conditions, mais si on a la bonne volonté et les bonnes conditions, ou bien on a un support derrière nous, on peut vraiment faire tout, on peut aller plus loin. Ça, c'est un. Et vraiment, derrière la classe dehors, c'est un vrai moyen pour savoir vivre ensemble. C'est amener la pratique aux enfants, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui ne savent plus jouer suite au Covid et le fait d'être derrière les écrans et tout ça. Ils ne savent même plus communiquer ou jouer ensemble. D'où l'importance de faire cette coopération, de les apprendre progressivement à vivre et à accepter les uns les autres et à vivre ensemble. Et en gros, c'est ça. Et en fait, savoir se respecter et respecter qu'on est différent
et certainement respecter la nature. Merci. Alors, je ne vais pas être très long, mais je pense qu'on a parlé de la classe dehors malgré tout, ou parce qu'on ne peut pas voilà, on n'a pas d'autre option. Moi, j'ai envie de dire la classe dehors avant tout. Voilà, c'est-à-dire comment on est en capacité de faire que ça devienne un vrai dispositif pédagogique à travers l'ensemble des systèmes éducatifs. Juste rappeler que derrière cette classe dehors, et on est aussi là, excusez-moi si je reviens un peu beaucoup sur cette notion, parce qu'autour du commun et du commun pédagogique, c'est la question de l'universalité. Je pense que la classe dehors aujourd'hui a une dimension universelle, et donc il faut renforcer cette universalité de la classe dehors et cette capacité à faire qu'elle puisse se déployer partout. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut terminer sur ces paroles d'universalité. Merci Gaël, merci à vous pour cet échange. Merci Jean-Marc, merci Rita.